Bonsoir, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire du sport. Tour d'Europe, c'est maintenant et tout de suite le sommaire. Le Borussia Dortmund traverse un moment délicat avec son buteur Serhou Guirassy révélé comme l'un des grands espoirs offensifs du club. L'attaquant guinéen ne trouve plus le chemin des filets. Un seul but lors des 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Est-ce inquiétant? C'est la question que nous allons poser à nos spécialistes sur ce plateau. Toujours avec les Guinéens d'ailleurs, entrés en jeu à la 78e minute. Naby Keita et Ferencváros se sont imposés 3-2 sur le terrain de Salzbourg. Le sourire retrouvé pour le capitaine du Sili. On en parlera dans cette émission. Et puis, Classico, dans cette émission, le Real Madrid de Kylian Mbappé ont confirmé leur bon début de saison en remportant le premier Classico contre le FC Barcelone, 2-1. Et puis, nous irons aussi, bien sûr, en Premier League. On va en parler. Et si Manchester United avait réalisé un bon mercato estival, les nouveaux attaquants de Ruben Amorim ont fait le show lors de la victoire contre Brighton, 4-2 samedi à Old Trafford. À commencer par Brahim Mbeumo, c'est le deuxième sujet. Et puis nous allons bien sûr retarder sur Manchester United, sur le recrutement. Et nous allons parler de ces deux matchs, surtout le derby contre Manchester City, où ils ont tout de même, contre Liverpool du moins, où ils ont survolé le match. On va en parler bien sûr dans cette émission. Tour d'Europe, c'est maintenant, juste après ça. Bienvenue encore une fois dans cette émission de Tour d'Europe. Ils sont avec nous pour nous accompagner tout au long de cette émission. Mamadi Baldé, bonsoir et de vous retrouver dans cette émission. Très bien habillé, élégant, sourire qui attend le débrief du Classico, tout de même. Bonsoir Hassan et bonsoir à tous. Je sais où vous m'attendez et vous ne me retrouverez pas là-bas. En tout cas, on va en parler dans cette émission. On va prendre beaucoup de temps dans cette émission pour parler du Classico entre le Real Madrid et le Barça. Le Real a tout de même gagné ce match sur le score 2-1. De l'autre côté, on a Bobo Baldé. Bonsoir Bobo Baldé et de vous retrouver dans cette émission. C'est Bobo Mané plutôt. Bonsoir Hassan. Bobo Mané, dis-moi, allez. Bonsoir Hassan, bonsoir à tous. Très bien habillé comme tous. Je suis tellement pressé de parler du Classico que je mélange les noms. Je dis Bobo Mané, Baldé au lieu de Bobo Mané, Jean Baldé. Bon, là, je ne me suis pas trompé. Hein, mais on va commencer cette émission, mais on va commencer par les Guinéens. D'ailleurs, je vous disais, Niko Kovac reste confiant, bien sûr, en public. Il y a moins de 3 semaines, l'entraîneur a assuré que Guirassy allait vite retrouver son efficacité, mais malgré un temps de jeu important depuis son retour de blessure, l'ancien joueur de Stuttgart peine à retrouver son niveau du début de saison où il avait marqué 5 fois en 4 matchs. Serhou Guirassy ne marque plus depuis l'incident depuis l'incident avec Niko Kovac. On se rappelle, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que c'est inquiétant pour l'international guinéen? C'est inquiétant parce qu'il traverse pour le moment une petite disette parce que ça faisait longtemps. Ce qui est inquiétant parce que Serhou Guirassy, s'il ne marque pas, l'équipe ne marque pas. Il n'y a pas un autre buteur capable de débloquer les compteurs de côté de Borussia Dortmund. Moi, je pense que depuis son malaise face à la Juventus, il se dit dans un coin de sa tête, il y a peut-être un malaise qui dit pourquoi pas. C'est le moment de peut-être trouver une porte de sortie. Ça arrive. Hein. On a vu des grands joueurs comme Cristiano Ronaldo, des Messi faire beaucoup de matchs à Marseille. Ça arrive. Mais c'est un peu compliqué pour lui parce qu'il n'y a pas de remplaçant. À Borussia Dortmund, s'il n'est pas efficace, il n'y a pas un autre buteur capable d'épauler. C'est vrai, Niko Kovac, c'est leur coach, il est capable. Il est en train de motiver son entraîneur, il est en train de faire son rôle pour que ce joueur ne pense pas qu'il a été un peu délaissé par son coach. Mais je pense que ce malaise du côté le malaise qui est arrivé du côté de la Juventus a créé un frein problématique du côté de Serhou Guirassy. Il y a eu cette malaise, Mamadi Baldé, mais il y a aussi cette blessure. Physiquement, il était atteint en Serhou Guirassy, même si Kovac a reconnu que son joueur avait été freiné, physiquement bien sûr, une gêne à la préparation, puis un coup reçu récemment. Est-ce que ce n'est pas ça aussi? Est-ce qu'on doit s'attarder sur le problème entre Kovac et Serhou Guirassy et oublier la petite blessure qu'il a eue? Vous savez, les buteurs fonctionnent à la confiance et globalement, en tout cas de ce qu'on peut voir sur le terrain, Guirassy manque de confiance. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas forcé, en tout cas il a le même nombre de ballons qu'il obtenait avant cette situation,
Mais malheureusement, il n'arrive pas à concrétiser parce qu'en termes de confiance, il a perdu de confiance. Et malheureusement, ou peut-être même pour ce qui est de ce coach-là, moi j'ai envie de dire Kovac aujourd'hui, c'est lui seul qui s'est mis dans cette situation. Il a décidé à un moment donné de se priver de celui qui est capable de lui envoyer 30 à 40 buts par saison pour mettre en avant un défenseur dont l'objectif premier n'est pas d'étoffer son nombre de buts, mais de bien défendre. Il a choisi un défenseur pour les buts devant son attaquant. Et malheureusement, depuis ce jour-là, Guirassy n'est plus le même homme. Il a perdu de confiance et même le groupe, dans l'entente, dans le peu d'entente qui existait entre les uns et les autres, je ne sens pas du tout. Il ne gagne maintenant qu'un but à 0 ou des matchs nuls parce que celui qui met les buts n'est plus en confiance. C'est tout. S'il était blessé, il allait rester sur le banc ou il n'allait pas jouer. Il est revenu de blessure, il a l'habitude de se blesser et de revenir. Et parfois, quand il revient, dès le premier match, il te plante un doublé ou un triplé. Sauf que là, depuis cet incident-là, ce n'est plus le cas. L'entraîneur doit faire son mea culpa, redonner les clés de l'attaque à Sékou Guirassy, parce que c'est celui-là qui t'assure au moins 30 buts par saison, et lui donner toute la force et toute la confiance pour mener la bataille devant. Sinon, tout ce qui adviendra sera de sa faute. En tout cas, il y a souci, bien sûr. Si le Guinéen ne se réveille pas tôt, on peut le dire, hein, Bobo Baldé, c'est tout le projet offensif du Borussia Dortmund qui pourrait s'effondrer. On peut le dire comme ça. Mais bien sûr, Sékou Guirassy, il a prouvé depuis la saison passée, voilà. C'est le buteur incontesté, incontestable de Borussia Dortmund. Il a prouvé que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Mondial des clubs. S'il n'arrive pas rapidement à retrouver sa confiance, c'est tout le club qui va avoir des problèmes. Parce qu'on a vu, certes, en championnat, il y a l'ogre bavarois qui domine le championnat. Mais si le Borussia Dortmund n'arrive pas à remporter les victoires, cette saison, la concurrence est féroce. Il y a Leipzig qui arrive petit à petit. Donc ça va être compliqué si Guirassy n'arrive pas à retrouver sa confiance. Très compliqué pour Guirassy s'il n'arrive pas à retrouver une confiance, mais aussi compliqué pour le Borussia Dortmund. Je le disais, si le Guinéen ne se réveille pas tôt, c'est tout le projet offensif du Borussia Dortmund qui pourrait s'effondrer. On peut le dire comme ça parce que c'est le seul qui peut porter le ballon et aller mettre des buts. Non, en fait, la situation de Dortmund m'inquiète, mais c'est très peu. Celle qui m'inquiète véritablement, c'est celle de Guirassy. Parce que pour vous êtes moi, Guinéen ou pas parce que je trouve que le club n'est plus à son niveau, n'est plus à la hauteur de gérer un tel joueur. Comme meilleur buteur de la Ligue des Champions, comme meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs et deuxième meilleur buteur d'Europe la saison d'avant, ce qui veut dire qu'ils sont plus, en fait, ils n'ont plus le cran, ils n'ont plus le niveau de gérer un tel attaquant, un tel joueur d'un tel standing. Aurait été n'importe quel autre club d'un niveau, d'un attaquant qui peut être meilleur buteur d'une telle compétition, il saurait comment manager ce joueur-là, il saurait lui donner les clés de l'attaque. Maintenant, moi je m'inquiète maintenant pour Guirassy parce que j'ai envie qu'il performe afin qu'il puisse avoir des meilleures offres à la fin de la saison pour quitter définitivement ce club de second niveau. J'espère qu'il va très rapidement retrouver son niveau, continuer à planter ses buts, à faire ses statistiques parce qu'à la fin de la saison, on ne va pas se cacher, il n'aura aucun trophée avec ce club-là et peut-être deuxième ou troisième tour de la Ligue des Champions et puis c'est fini. Il faudra que lui, il fasse ses statistiques pour qu'une bonne offre vienne afin qu'il quitte ce club-là. Il vient de nous rejoindre, Passy Bangoura. Bonsoir Passy. Heureux de vous retrouver dans cette émission. Les embouteillages ou pas? Je ne comprends pas parce que vous deviez être là avant 0-0. Ouais, comme toujours, mais voilà, avec les aléas de la route nationale, souvent il faut s'attendre à des imperfections, à des imprévus qui peuvent parfois freiner ou déprogrammer voilà, le rendez-vous. Sinon, vous allez allumer votre micro parce qu'on dirait qu'il est éteint, hein, le micro. On s'excuse véritablement auprès des auditeurs, des téléspectateurs qui, en tout cas, nous attendaient depuis à 16h00. J'espère que ça va avec la régie, le micro, hein, j'espère. Alors, on va continuer avec, bien sûr, Sékou Guirassy. On va partir avec vous en Passy. Sékou Guirassy, c'est tout de même un attaquant exceptionnel avec Stuttgart. Il signe à Dortmund, deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions, deuxième meilleur buteur de la Bundesliga. Et aujourd'hui, il est freiné carrément. On se demande aujourd'hui à qui la faute, l'entraîneur ou l'accumulation des petites blessures. Bon, on peut dire le club, l'environnement dans lequel il est en train de côtoyer. Sinon, on ne peut pas dire quand il était à Stuttgart, il n'a pas contracté de blessures, bien sûr. Mais avec la confiance du coach, avec l'effectif qu'il avait, en tout cas au sein de ce club, il a tout le temps propulsé.
On se rappelle, même avec l'entraîneur, avec ses coéquipiers, tout le monde le côtoyait à bien. Et voilà, il s'est senti mieux dans un environnement où il a pu vraiment s'imposer de la plus belle des manières, tout en brandissant cette statistique que vous vous rappelez en Ligue des Champions. Il a pu soulever et rêver ce club de second degré dans le championnat de Grèce. Mais maintenant, ça ne marche plus. Hein. Voilà, on sent plus ce Seydou Guirassy devant. Et même, on dirait que le groupe a reçu un coup. Ce jeu de Dortmund n'est plus comme ce jeu qu'on avait vu la saison passée, où tout le monde essayait de mettre le ballon pour Guirassy. Il est seul, isolé, devant Seydou Guirassy. Ça commence à être compliqué pour le joueur guinéen. Voilà, c'est la grosse question qu'il faut se poser, parce que si on se rappelle un tout petit peu de tout ce qui se passe également dans cette équipe de Liverpool, je veux dire, dans cette équipe de Dortmund. On peut bien le voir à Liverpool. Hein, ça. Ils auraient grand besoin de lui en ce moment. Il va falloir qu'on se pose assez de questions, parce que c'est compliqué pour lui. Au moment qu'il venait à peine d'arriver, on se disait oui, il a retrouvé l'environnement dans lequel il avait tant cherché, et maintenant il serait véritablement dans le beurre, parce qu'il va être entouré par des joueurs de qualité, par des joueurs qui vont travailler pour lui, mais chose qui n'a vraiment pas marché, parce qu'on n'a pas vu la mayonnaise combiner très bien comme on le souhaitait. Et derrière, voilà, c'est une concurrence farouche, une jalousie farouche, non seulement laissée inaperçue par le staff de ce club Liverpool, mais aussi ils ont laissé l'effectif, en tout cas l'entourage. On est trop de Liverpool aujourd'hui. Voilà, bon, c'est un peu mon esprit. Mon esprit, en tout cas, est un petit peu taraudé, parce que je ne veux même pas, moi, le voir au sein de Dortmund. Il faut qu'il change carrément de l'environnement. Et maintenant, vous voyez ce qui se passe avec cette concurrence, et parfois même, on minimise le poids. Étant donné que c'est un joueur de classe mondiale, un avant-centre qui a été combien de fois co-meilleur buteur de la Ligue des Champions et aussi un mondial des clubs. Et aujourd'hui, meilleur buteur de la Ligue des Champions, et minimisé dans son club respectif. On s'est dit, mais où va encore ce club? Où sont-ils ses dirigeants? Il avait très bien commencé cette saison, Seydou Guirassy, même s'il y a eu ce petit souci, en tout cas entre lui et Niko Kovac. Aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Mais pour Dortmund, c'est compliqué, parce qu'il y a un manque d'un vrai tueur dans la surface depuis qu'il ne marque pas, Seydou Guirassy. Et quand même, c'est compliqué pour Dortmund de ressortir la tête. C'est compliqué. On parlait d'éternel deuxième ou troisième, et là c'est compliqué. Et ils descendent jusqu'à dixième. C'est compliqué parce que ce que je disais, la concurrence et les farouches, il y a certes Leipzig qui arrive, qui est derrière, qui score. On ne va pas entrer encore le Bayer Leverkusen qui est derrière, parce que à moins il ne faut pas, voilà, ces équipes sont capables de faire très très mal. Et ce qui est inquiétant, parce que voilà, il n'y a pas un véritable buteur, à part Seydou Guirassy. Julien Brandt, il est là, c'est un remplaçant, mais il n'est pas tellement efficace. Karim Adeyemi, certes, il est technique, mais il n'arrive pas à concrétiser ses occasions. Donc c'est compliqué pour lui, et parce que je rejoins totalement, parce que c'est le moment pour lui de quitter le Borussia Dortmund, parce que voilà, il est pissé par les grands clubs, surtout le FC Barcelone. Pour lui, c'est de gonfler ses sacs. Mais s'il n'arrive pas à remplir ses buts, ça va être compliqué, ça va réduire ses performances, et ça va décourager encore les clubs européens de le courtiser. Le Guinéen est souvent isolé et n'apporte plus la même menace dans les 20 dernières minutes. On peut se le dire. Une situation qui commence à peser, alors que le Borussia Dortmund ne peut plus se permettre de laisser filer des points gagnants, parce qu'il faut se maintenir parmi le top 3 pour espérer une qualification directe de la Ligue des Champions, même si ça vient de commencer cette saison. J'ai envie de dire qu'ils ont choisi eux-mêmes, c'est Kovac. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. On ne peut pas d'un jour à l'autre décider que notre attaquant ne peut plus être le leader offensif de l'équipe. Mais maintenant, je crois qu'ils ne sont pas... Oui, ça va quelque part un peu mal, mais ils ne sont pas totalement largués. Le championnat d'Allemagne, il y a 2 championnats. Il y a celui que le Bayern joue, qui n'a pas perdu depuis le début de la saison, qui n'a même pas concédé un match nul. Et il y a les autres qui se débrouillent derrière. Il y a Dortmund dans ces autres-là. Il y a Leipzig, il y a Bayer Leverkusen. Donc, il n'y a pas un 4e qui se dégage officiellement, ce qui veut dire qu'ils peuvent pour le moment être dans les 4 premiers. Sauf que Dortmund, l'objectif tous les ans, en tout cas toutes les saisons, c'est d'être 2e derrière le Bayern Munich, ce qui n'est pour le moment pas... vous dites qu'ils peuvent se créer des frayeurs et se maintenir parmi le top 5 du championnat. Oui, le top 4.
pour le moment, quand même, ils ne sont pas totalement largués pour ce top 4 là. On se souvient de la saison dernière où il a fallu... Parlons du top 5 maintenant parce que ça va être compliqué. Hein. Oui, ça va être compliqué. Ils ne sont pas totalement largués, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais ce n'est pas leur place. Eux, ils concourent toutes les saisons. En tout cas, une saison réussie à Dortmund, c'est d'être derrière le Bayern de Munich, donc d'être deuxième. Sauf que là, ils sont loin de ça. Et Leipzig, qui ne joue pas la Coupe d'Europe, semble plus armé et mieux préparé, en tout cas plus frais, à affronter les rencontres. S'ils veulent continuer à suivre la cadence, je ne parle pas du Bayern, mais de Leipzig ou de Bayer Leverkusen, il faudrait retrouver rapidement ces Guirassy des grands soirs. Sinon, ça sera compromis. Et Dortmund qui se complique la tâche là en ne gagnant pas beaucoup de matchs. Oui. Et on l'a dit qu'ils peuvent se perdre peut-être quelques matchs, comme on vient de commencer, et espérer rester du moins parmi les 4 premiers. Est-ce que vous l'accompagnez? Pour le moment, ils sont quatrième. On ne peut pas quand même fustiger leur avec des risques placement. énormes. Oui, avec des risques quand même. Énormes. Vous vous rappelez, mais bon, on peut espérer parce que ils sont à 8 journées de leur championnat. Est-ce que ces pioches-là peuvent terminer bien avant qu'ils n'entament la phase retour? Est-ce qu'ils peuvent se permettre de perdre tous ces matchs et se dire qu'après, qu'ils peuvent se maintenir parmi le top 5? S'ils perdent, c'est impossible. Attention. Voilà, si en tout cas ces défaites-là s'accumulent, ça va être encore très compliqué pour eux. S'ils ne retrouvent pas Guirassy, c'est impossible. C'est tout. Voilà, donc, mais c'est à l'entraîneur, je dis, de ne pas vraiment minimiser les qualités, les valeurs intrinsèques de Serhou Guirassy. Parce qu'il a toujours été décisif dans des matchs, toujours. Il a été à la fois très titanesque dans les matchs où Dortmund avait tellement de difficultés pour pouvoir s'en sortir. Mais voilà, et maintenant, s'il est mis à l'écart et les difficultés, le club ne fait que s'enfoncer dedans. Maintenant, c'est à eux de tirer qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas tenu compte des qualités de Guirassy? Est-ce que c'est parce qu'il peine les lignes encore à bouger pendant que nous sommes toujours dans le championnat? Maintenant, à eux maintenant de continuer de voir. Est-ce qu'il faut revenir le calme dans l'axe, en tout cas dans la ligne offensive, et essayer de voir rémunérer encore une nouvelle fois et partir avec et continuer à gagner. Sinon que ça va être compliqué si toutefois on parvient à atteindre 15 journées et la suite serait vraiment catastrophique. On peut dire que le Sili national Guinée aussi un peu se dit dans la tête, attention, il nous faut un Guirassy tout de même en forme. Et puis, le Sili peut-être peut se qualifier pour la CAN 2025. Il y a une petite chance. Je ne donne pas de l'espoir aux personnes qui nous regardent, mais il y a une petite chance infime qu'elle soit, mais il y a une petite chance pour que la Guinée se qualifie pour la prochaine CAN au Maroc. Et il nous faut un Serhou Guirassy en forme. Et avec ça, ça peut vraiment impacter son jeu avant la CAN si on réussit à obtenir gain de cause au TAS. Oui, ça va vraiment impacter son jeu. Mais moi, je pense que tout le problème, c'est Niko Kovac. Partout il a été, que ce soit l'équipe nationale croate, il n'a pas été en mesure de gérer le vestiaire. Il y a toujours des couacs entre les joueurs, ça crée toujours des problèmes, il n'y a pas d'entente. C'est un véritable coup pour Guirassy, voilà, et pour le Borussia Dortmund, parce que contrairement aux années précédentes, il y avait un second buteur qui était capable d'épauler. Il y avait ce duo Dembélé-Aubameyang, mais cette fois-ci, c'est lui seul. Les autres ne sont pas efficaces. Il y a Adeyemi qui joue pour lui. Il n'en fait qu'à sa tête, Adeyemi, qui oublie souvent Serhou Guirassy devant. Pourtant, c'est lui la personne choisie pour mettre le ballon au fond des filets. Et aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas cet altruisme devant, il n'y a pas cette connectivité entre les milieux de terrain et bien sûr l'attaque de Dortmund. On parle de Guirassy là, qui descend dans le milieu de terrain, on récupère le ballon, on dit souvent que c'est un Karim Benzema, mais après, un attaquant, s'il doit mettre des buts, il doit recevoir les ballons comme il faut, dans la surface adverse, très bien positionné, pour mettre un but tout de même. Tout à fait, tout à fait. Voilà, vous avez déjà rappelé, Karim Adeyemi, c'est un joueur solitaire, c'est un joueur qui aime les individualités, donc ça va être compliqué parce que Guirassy, lui, l'a déjà rappelé, lui, il préfère le jeu collectif qu'à l'individualité, donc c'est contrairement à ce qu'est en train de faire Karim Adeyemi. Et dans tout ça, c'est Niko Kovac qui va payer les pots cassés parce que si le Borussia Dortmund n'arrive pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, je suis sûr et certain qu'il va être limogé. Alors on a connu des joueurs solitaires, comme l'a dit Mané, on a connu plein. On a Lionel Messi, on a Cristiano Ronaldo, un crucial buteur, on a Zlatan Ibrahimovic, des joueurs qui voyaient but, qui mangeaient but, qui dormaient but. Mais le moment où
il faut laisser la passe, il donne la passe tout de même. Des fois, il faut être altruiste. C'est ce qui manque aujourd'hui à cette attaque de Dortmund, cette connectivité d'abord, comme je l'ai dit, entre le milieu de terrain et cette attaque. Et d'ailleurs, les attaquants, les excentrés et le point de l'attaque de Dortmund. Non, à l'entame, je vous ai entendu dire qu'il se comprenait mieux avec ses coéquipiers de l'attaque, mais depuis cette affaire, moi j'ai envie, depuis qu'il est venu à Dortmund, toutes les stats qu'il a réussi à faire, il se les fait de lui seul. Il s'est créé, en tout cas parfois il est au bon moment pour mettre le ballon au fond. Très rarement il y a eu... Et il marque des buts compliqués. Oui, très rarement il marque des buts à la suite d'actions collectives. Malheureusement, il s'est créé lui-même, lui seul ses occasions. Il donne plus de passes qu'il n'en reçoive. Parfois, pour ses buts, il se les crée lui-même. Adeyemi, comme il a dit, c'est un soliste. Et l'année dernière, il y avait notre joueur qui est parti à Chelsea, qui aussi était un soliste. C'est peut-être un ou deux seuls, Brandt parfois, qui essayent de lui donner le ballon. Et pour les autres, chacun essaie de jouer pour soi-même. Voilà pourquoi je dis que Kovac a échoué, comme c'est lui qui l'a remplacé. Ils n'ont jamais réussi à construire. Alors, ça au moins compter sur Guirassy. Demander aux autres joueurs de donner le ballon à Guirassy. Mais là, c'est autre chose, hein, Kovac. Il le disait, mais il n'a pas réussi à faire comprendre au collectif que Guirassy pouvait être le facteur X, que tout le monde devrait jouer pour lui. Malheureusement, il est parti. Et Kovac, avec son expertise et son expérience, on s'attendait à ce qu'il tape plus du points sur la table pour que les joueurs acceptent de jouer pour Guirassy. Ça n'a pas été le cas. Heureusement pour eux, Guirassy a continué à marquer, mais ce n'est pas parce qu'il est bien servi. C'est pourquoi je dis, je le réitère ici, à la fin de la saison dernière, je m'attendais à ce qu'il quitte. Malheureusement ou heureusement, il n'a pas eu des offres qui sont à la hauteur de sa trempe. Il est resté, mais j'espère qu'il va recommencer à marquer ses buts et faire ses stats pour qu'il quitte ce club-là. Il est arrivé à expiration, et même ce Dortmund-là est arrivé à expiration. Il doit être réinventé. Et Guirassy n'a pas le temps de consulter une équipe de jeunes et de les accompagner. Il a besoin très rapidement de gagner des titres pour espérer gagner des titres individuels. On espère qu'il va revenir rapidement l'international guinéen, Serhou Guirassy. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée est en train de trembler. La Guinée a peur de perdre son serial buteur. Bien sûr, on peut dire que ça peut arriver à un joueur, mais on espère qu'il va revenir rapidement parce que peut-être on va jouer cette CAN. Peut-être, encore une fois, je ne donne pas de l'espoir, mais avec peut-être on peut. N'écoutez pas Jean, c'est très bien parti. Officiellement, on n'est pas à la CAN. C'est très bien parti avec... le TAS, on espère, on attend les résultats au mois de novembre et nous, on y croit. On croit qu'on va jouer cette CAN. Il faut prier tout de même. Parce qu'on est Guinéen, on est patriote, on a envie de voir le ski national guinéen jouer cette CAN. Et c'est possible. Parce que on peut dire que le TAS est partial. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont tranché et ils le tranchent comme il le faut. Et à partir de là, on peut dire qu'on est... Qu'on espère. Attendons de voir. Qu'on espère. Alors, on va continuer à cette émission, bien sûr. On ne va pas s'attarder sur le TAS, bien sûr. On va continuer avec un autre Guinéen, d'ailleurs, Naby Keita, qui est entré en jeu à la 78e minute et avec Ferencváros et qui s'est imposé sur le score de 3 buts à 2 sur le terrain de Salzbourg. L'ancien club de Naby Keita, en tout cas, il est entré à la 78e minute. On peut dire, Passy, que c'est le retour du grand capitaine d'Issili qui est en train d'enchaîner les matchs. Le sourire qui revient petit à petit pour Naby Keita. C'est important pour lui de revenir, même s'il commence à prendre de l'âge, mais il faut comprendre qu'il est temps de toujours marquer, en tout cas, cette dernière partie de sa carrière, parce que on ne peut pas l'enterrer automatiquement. Il continue à jouer. Il est dans un club où il peut vraiment se faire respecter à travers ses qualités, à travers son aventure footballistique de parcours, là où il a passé. Et maintenant, s'il retrouve ses automatismes avec tant de blessures contractées, si maintenant il revient dans la meilleure forme de sa trempe, il va falloir continuer sur cette lancée. Et puis, à ne pas se laisser parfois être dans la fragilité. Parce que c'est pas de sa faute, pas si. Non, mais une blessure, quand elle survient, on ne sait pas, ça vient d'où. Tout de même, il y a des joueurs comme Ibrahimovic qui s'est blessé, on n'a rien dit. Il y a des joueurs comme Ronaldo qui se blessent, on dit rien. Il y a Messi qui se blessait souvent. Mais après, là, on est en train d'accuser un joueur qui est vieillissant,
mais Sauf tout de que même c'est pas qui fréquent. essaye d'avoir le temps de jeu avec son club. Non, mais quand c'est récurrent, souvent on se dit, mais là, c'est lamentable. Au fait. Hazard, ça a été Parce que- récurrent. Non, c'est Mais différent. il a C'est fait quand du même haut différent. niveau, Hazard. On a vu, il y en a même qui dit que même tu dis à l'entraînement, Naby Thierbo, il se blesse, mais parce que voilà, il y a trop de fragilité, on ne sait pas. Et voilà, l'hygiène Mazor qui parfois fustige carrément son entourage médical et autres là. Donc, il va falloir, s'il a retrouvé carrément sa meilleure forme et laisser ces pépins physiques, il va continuer sur cette lancée et marquer les esprits dans la dernière partie de sa carrière parce que, je dis encore, je persiste, on ne peut pas l'enterrer maintenant, il peut jouer, il est dans un club où il peut se faire respecter, il a ses arguments à faire valoir, il a cette expérience où il peut vraiment montrer en face de ses coéquipiers. Il n'a rien perdu son talent, on peut le dire comme ça, le capitaine du Sili national de Guinée, mais ça faisait un petit moment qu'il n'enchaînait pas les matchs comme il le fait maintenant, le sourire retrouvé, aussi la vivacité un peu retrouvée. On peut dire qu'on est en train de retrouver un Naby Keïta conquérant. Oui, un Naby Keïta conquérant, peut-être il a retrouvé sa seconde jeunesse parce qu'il le rappelait souvent, c'est un joueur fragile. C'est comme Martin Odegaard du côté d'Arsenal, joueur talentueux, mais à chaque fois il est stoppé par le pépin physique. Il évolue dans un environnement convivial, dans un environnement, voilà. Il se merveille, il s'acclimate rapidement. C'est un championnat hongrois qui, beaucoup de joueurs africains ont passé là-bas, ils sont s'acclimatés. Et c'est ce que nous souhaitons. On espère que, parce qu'il a retrouvé sa meilleure forme, parce que voilà, on ne va pas l'enterrer au niveau de l'équipe nationale, certes. Les cadres qui sont là ne répondent pas présents, mais on aura besoin de l'expérience et de l'aura de Naby Keïta. On ne peut pas dire que c'est le futur du Sili national de Guinée, Mamadi Baldé, mais il peut être le présent de cette équipe du Sili. Ça manque une petite touche de génie dans ce milieu de terrain-là. Et la dernière fois, vous en parliez. Si il retrouve des sensations et le niveau, il ne peut pas retrouver le niveau à Liverpool ou en Allemagne, à Salzbourg peut-être, mais il peut tout de même retrouver, à Leipzig aussi, mais il peut retrouver quand même de la luminosité dans ce milieu de terrain. Il peut apporter beaucoup de choses au Sili. En fait, c'est très loin, pour moi il est très loin du Sili. Je crois qu'avec l'entraîneur qui est là, Naby est conjugué au passé. Peut-être qu'il va falloir qu'il s'en accommode et qu'il comprenne qu'on ne compte pas sur lui. Et surtout qu'il n'y a pas une véritable échéance qui se profile là. À la place du coach, n'importe qui aurait décidé comme ça parce que là, on mise sur la prochaine, en tout cas la CAN de 2027 Alors, une question, ou la Coupe du Monde imaginons, 2030. On l'imagine, on ne dit pas que ça va se faire. Oui. On l'imagine. Imaginons que nous obtenons une qualification à l'issue, bien sûr, du verdict du TAS. Si on obtient une qualification, aujourd'hui, est-ce qu'il faut convoquer Naby Keïta? Même s'il est convoqué, je ne le vois pas venir. Vous savez pourquoi? Il n'a joué aucun match de qualification. Et le Naby fier que je connaisse ne va pas accepter de revenir seulement jouer une coupe d'Afrique pour laquelle il n'a rien contribué. C'est ce que je me dis. Zidane n'a pas contribué pour la qualification en 2006, mais il était là. Il a accepté de quitter. Sauf que lui, il avait déjà permis à la France d'avoir sa première Coupe du Monde et son héros. Naby, ce n'est pas le cas. Et, il n'est pas venu aussi parce qu'il a pris sa retraite. Il n'est pas venu parce qu'il ne voulait pas venir. Ce qui veut dire que s'il revenait seulement pour la CAN, seulement pour la CAN, je ne le vois pas revenir. En tout cas, s'il est appelé, moi je pense qu'il va venir. Mais on verra. Je ne vois non seulement pas le coach l'appeler, mais je ne le vois pas lui aussi revenir. Peut-être pas appelé, mais je pense que s'il est appelé, il viendra. Ça va se présenter. Parce que Naby, c'est un patriote. Il est l'un des plus grands patriotes de la Guinée. En fait, je ne mesure pas cela du patriotisme ou pas. Pour quelqu'un qui a près de 100 sélections pour la Guinée, on ne peut pas lui dire qu'il n'est pas patriote. Il a suffisamment servi la Guinée. Si tout le monde, tous les Guinéens avaient fait la même chose que lui, on ne serait pas peut-être à ce niveau-là. La question ne se pose pas à ce niveau. C'est une question, est-ce qu'il serait le centre du projet actuellement avec le Sili? Et pour moi, ce n'est pas le cas. Il peut ne pas être le centre du projet, Jean, mais il peut apporter. Vous voyez Naby, qui a quitté le Sili en étant le capitaine et le leader technique de cette équipe, revenir pour jouer le second rôle dans cette équipe. Il peut bien récupérer le brassard. Je ne le vois pas faire ça. Peut-être récupérer le brassard, mais pas être titulaire indiscutable. Il est très loin pour moi.
du Sili pour revenir à son niveau en club et il n'a pas retrouvé, en tout cas pour moi, il n'a pas retrouvé son niveau à 100%. Parce que jusque-là, il ne fait que des bouts de match. Parfois, il joue. S'il joue titulaire un match, le suivant, il rentre à la seconde période. Il n'a pas retrouvé la totalité de sa forme, mais il y a une satisfaction à ça. La satisfaction, c'est quoi? C'est qu'il a retrouvé un club qui connaît gérer et qui sait plutôt gérer le joueur qu'il est, la fragilité qu'il traîne depuis quelques années et son physique plutôt balbutiant et ils essayent de gérer ça pour le moins très bien. Il ne s'est pas blessé depuis le début de la saison et quand il rentre, il donne le meilleur de lui-même et ça c'est satisfaisant. Et peut-être que dans quelques semaines ou dans quelques mois, il va retrouver une place de titulaire, il va continuer à enchaîner les rencontres. Alors, Passy, vous mettez Naby Keita ou pas si vous êtes à la place de Paulo Duarte? Bon, pour le moment, pour ne pas revenir sur les langues de Jean... Allez-y, c'est une question que je vous pose directement. Allez-y. Pour le moment, je dirais non, hein, parce que voilà, tout combine à bien pour un début de Paulo Duarte. Si j'étais à sa place, je l'aurais fait. Je crois que j'ai bien et bien conjugué mon verbe. Non, je ne vous comprends pas sur ce plateau. Franchement, qui peut jouer à la place de Naby Keita aujourd'hui? Il n'y a personne pour le moment. Qui peut jouer à sa place aujourd'hui? Tout de même. Non, mais on peut pas dire. Quel est le génie qu'on a aujourd'hui dans ce milieu de terrain-là qui peut beaucoup apporter plus que Naby Keita? Allez-y. Je ne vous comprends pas sur ce plateau aujourd'hui. Vraiment, pas du tout. Il n'y a personne au sein du Sili, sinon que ça serait une sorte de moquerie sur les autres aussi qui sont là. Sinon que non, il n'y a personne qui a son niveau technique. C'est pas se moquer. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ce milieu de terrain-là. Parce attendez, il n'y a pas ce milieu de terrain-là aujourd'hui qui a le niveau de Naby Keita. Je parle de l'expérience, je parle de la technique, je parle de la facilité, je parle de la façon de sortir le ballon, de se projeter de l'avant. Aujourd'hui, quel est le joueur qui nous a montré les qualités de Naby Keita? Moi, je pense qu'il n'y en a pas. Et quand un joueur est en train de retrouver sa forme petit à petit et qu'on veut vraiment construire un jeu, on dit qu'on veut construire le jeu autour de Guirassy, on doit essayer d'avoir un magicien comme Naby Keita. Et comme on n'a pas un magicien comme Naby Keita, mais il faut aller le chercher tout de même. Ce que moi je suis en train de dire, je ne peux pas dire que ce que Naby a comme qualité ou comme expérience, qu'il doit y avoir ça au sein de l'équipe de cette génération. Je n'en trouve pas non plus, je suis bel et bien dans votre lignée. Maintenant, il n'est pas là, mais on parvient quand même à avoir la compatibilité dans le milieu. On parvient quand même à bel et bien accompagner notre animation offensive pendant qu'il est absent. On a gagné des matchs. On a vu comment on les a gagnés. Laissez-moi aller au bout de mes efforts. Attention, on a vu comment on a gagné ces matchs-là. Je sais de quoi vous êtes en train de parler. Je suis d'accord de toutes ces qualités. Je ne mets pas en noir de ce que Naby a apporté à la Guinée. Je ne vais vraiment pas mettre en noir de ce qu'il a comme qualité, valeur intrinsèque. Mais on est en train de ressortir ici en tout cas un milieu, en tout cas le milieu de terrain guinéen globalement qui peut être combatif, qui peut être à la fois compatible à l'animation offensive que nous voulions vraiment. Même pas de l'individualité, je suis d'accord. À la fois Naby, il est parfois collectif quand il joue dans ce milieu, mais à part lui, après lui, il y a des jeunes qui aujourd'hui sont en train de propulser, où on voit un trio qui sont en train de se complémenter. Non, vous parlez de Cissé, vous parlez de Aguibou parfois. Non, Cissé, qu'est-ce qu'il apporte dans ce milieu de terrain? Cissé n'apporte rien, mais en tant que milieu de terrain, il a planté un but ici. Naby a marqué combien de buts pour le Sili? Non, écoutez. Non, quand tu parles c'est là vous parlez d'expérience. C'est là vous devez parler aussi d'expérience. Maintenant, le milieu que nous avons depuis qu'il n'est pas là, est-ce que le milieu, la grosse question, est-ce que le milieu ne nous satisfait pas? Non, je ne suis pas en train d'enterrer Naby de ce qu'il a apporté, mais depuis qu'il n'est pas là, est-ce que ce milieu ne nous apporte pas quelque chose? Moi, je crois que non. Pourtant, si on vous demande tout à l'heure de noter ce milieu de terrain après Naby, quel autre vous avez? Oui. J'ai noté rapidement. On n'est pas à la CAN, on n'est pas à la Coupe du Monde. Non, mais ça c'est... Attention, depuis qu'il n'est pas là, on n'est pas à la CAN, on n'est pas à la Coupe du Monde. La dernière CAN qu'on a participé, c'est grâce à Naby Keita qui nous a qualifié pour la CAN Côte d'Ivoire 2024. La non-qualification. But. Vous l'avez oublié ou pas? La non-qualification de la Guinée. Non, on n'a pas une mémoire aussi courte que cela que vous êtes en train de dire qui n'a rien à voir avec ce milieu de terrain que nous sommes en train de dire. La non-qualification de la Guinée ne dépend pas du milieu de terrain guinéen. C'est là où vous vous trompez. Non. La non-qualification de la Guinée, ça parle de globalement l'administration, la fédération, les joueurs, tout le monde a sa part de responsabilité, même nous les journalistes, parce que... Non, nous ne jouons pas.
Nous ne jouons pas. Moi, je n'ai pas joué. Donc, je n'ai pas de responsabilité dans Alors, ça. on va continuer, parce que là, franchement, aujourd'hui, je ne te comprends pas. Mais tout qu'on fait, j'accepte. Hein, en tout cas, la non-qualification de la Guinée ne dépend pas du milieu de terrain guinéen. Tu es libre de le dire comme tu veux. On va aller vers Mamadjan, pas Mamadjan, hein, franchement. On va aller vers Bobo Mané. Même question pour vous. Vous le mettez, Naby Keita ou pas? Le débat est ouvert. Bah, je le mets, mais pas titulaire forcément, parce que deux fois l'aspect qu'est en train de faire Paulo Duarte, lui, il a déjà conjugué Naby Keita au passé. Je peux l'appeler, venir au sein de l'équipe nationale avec son expérience, avec son aura, tout ce qu'il a apporté au sein de l'équipe nationale. Mais le voir titulaire, ça me paraît un peu compliqué. C'est possible. Une belle analyse, hein, monsieur. Alors, pas comme tes deux frères hein, qui veulent l'enterrer déjà, Naby Keita. Mais on va le débat, on va le faire un autre jour, bien sûr, parce qu'il nous reste 2 thèmes dans cette émission Tour d'Europe, et pas les moindres. Hein. On va commencer par le Classico. Je vous disais, quand on est le Real Madrid, on peut avoir remporté 11 matchs sur 12 cette saison et ne pas avoir levé tous les doutes à son sujet. Pour les merengues, le petit point d'interrogation tenait à cette claque reçue dans le derby sur la pelouse de l'Atlético 5-2. C'était le premier test de la saison et il avait été manqué. Et voilà, le deuxième test de cette équipe du Real Madrid, c'était contre, bien sûr, le Barça, le Classico, le plus attendu. Plus de 6 millions de personnes le regardaient, ce Classico-là. Et c'est le Real Madrid qui l'a remporté avec un but magnifique de Kylian Mbappé. La réduction du sport de Firmine. Et de l'autre côté, il y a eu le deuxième but, Bellingham qui marque son deuxième but de suite avec le Real Madrid. On va aller avec vous passer ce match. Ça faisait un petit moment qu'on ne voyait pas un Classico si costaud que celui-là. On a vu le Real Madrid dominer en première période, qui pouvait marquer au moins 3 buts, mais qui s'est fait rattraper. Et puis la deuxième période est tombée petit à petit dans les mains du Barça avec ce changement de Xabi Alonso. On peut dire que le Real Madrid a retrouvé ces sensations du Classico. Non, mais pas avec ce score de 2-1. Je ne trouve pas qu'il y ait reluisant ou qu'ils ont fait une victoire quand même face au rival, je m'excuse. C'est normal, c'est tout à fait parce que ça va rentrer dans les annales de l'histoire. Mais vous vous rappelez, si on s'en tenait qu'à des scores, mais la saison dernière, sur combien de rencontres, le Barça... On ne parle pas de l'année passée, on parle de cette année. On ne parle pas de score, on parle de la victoire. On va rester sur le match d'abord. On viendra sur le débat des scores. On reste sur l'analyse du match. On va aller rapidement. Moi, j'aime souvent dire que celui qui n'a pas une histoire n'a pas un bon passé. Je sais qu'il y a pas. On parle sur l'analyse du match d'abord. On va aller sur l'histoire. On ne peut jamais dire que sur un score de 2-1 dans un Classico que le Real a retrouvé ses automatismes face à un Barça. Non, mais ce qui est là, et peut-être ils ont livré un match costaud, mais il fallait voir l'intensité dans cette rencontre parce que moi je n'ai suivi que la première explication. Après, comme j'étais du côté de Yorokogia pour suivre le match de la Ligue guinéen de football, je me suis dit que non, cette rencontre, certainement, il va y avoir de la balance, soit sur le Real Madrid ou sur le Barça. Et cela fut fait. Mais en matière de score, je ne peux vraiment pas m'aventurer là-dessus pour dire que le Real a forcément retrouvé en battant le Barça sur le score. On peut comprendre parce qu'on connaît votre... Non, pas que ma position. On parle de la logique sportive. On va aller vers Mané. Je connais aussi la position de l'autre côté. Le Real Madrid qui gagne pour ce premier Classico en Liga, 2-1, retrouve des sensations ou pas? Oui, il retrouve des sensations. C'est une victoire méritée. Voilà, vous l'avez déjà dit. En première période, le Real Madrid a mis beaucoup d'intensité. Même si, voilà, moi je pense que j'ai vu un bon Real Madrid, mais pas un grand Real Madrid. Voilà. Un bon Real Madrid dans la mesure où ils sont dominés. Un grand Real Madrid parce qu'ils n'ont pas si concrétisé les occasions. Parce qu'avec les occasions qu'ils ont eues, le Barça allait encaisser plus de 4 buts. Voilà, il y a eu des erreurs techniques. C'est vrai, voilà. Il y a eu manque d'efficacité pour le Real Madrid devant. C'est ce que vous voulez dire? Oui, manque d'efficacité. Ils n'ont pas été hier en face de but, même si voilà, du côté de Barça, il y avait une équipe un peu amoindrie, mais ça n'enlève rien de la victoire du Real Madrid. C'est une victoire méritée. Et Xabi Alonso, il a réussi son premier test. Je n'ai pas aimé le sentiment de Vinicius parce qu'il a sorti de Vinicius, ça a complètement changé la physionomie du match. Le Barça a failli égaliser vers les dernières minutes. C'est une victoire méritée. Bravo à Xabi Alonso. À ce match-là, Jean, on attendait ce genre de match entre le Real Madrid et le Barça. C'est un Classico, même s'il y a une équipe blessée,
mais l'équipe blessée tentera toujours de tenir tête à l'équipe en forme. Est-ce que c'est ce qui s'est passé dans ce classico? Ce qui rend beau les classicos, c'est que quel que soit le niveau de l'adversaire, on assiste toujours à une certaine résistance. Il n'y a pas, aucune équipe ne vient en se disant qu'elle a perdu déjà avant que la rencontre ne soit jouée. On joue les classicos avec le cœur. Et encore une fois, seule la victoire est belle. Et que dans un classico, surtout quand vous gagnez, vous savourez, peu importe le score. Maintenant, quand vous arrivez à gagner et à mettre le score et la manière avec, vous savourez encore plus. Mais le Real d'hier n'avait pas pour objectif peut-être de rattraper tout ce qui s'est passé l'année dernière, mais avait pour objectif premier de battre le Barça après 4 matchs de suite, après 4 défaites de suite. Et c'est ce qu'ils ont réalisé. De l'autre côté, il y a disons une certaine partie qui aurait aimé que le score soit beaucoup plus lourd. Ce n'est pas arrivé, mais ils peuvent s'en contenter. Le football, c'est comme ça et tout. Et maintenant, si on veut parler du côté du Barça, le Barça peut aussi se dire ça aurait pu être pire, parce qu'en termes de performance, ce n'est pas la meilleure performance du Barça. C'est surtout depuis la saison dernière. Et en termes d'effectifs, qui était là, le niveau, en tout cas le niveau global n'était pas le plus optimal, mais bon, seule la victoire est belle. Félicitations au Real. La victoire, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas méritée, elle est méritée tout de même, sauf que du côté du Barça, ils vont toujours se dire du côté du Barça, ils diront toujours que le Barça avec le même niveau, le Real avec le même niveau et les mêmes absences, peut-être que le score aurait été beaucoup plus lourd. C'est sûr pour vous, est-ce que le score aurait été plus lourd? Parce qu'on peut dire que le Barça de l'année passée, c'est pas le Barça d'aujourd'hui tout de même. Oui, ils ont vendangé l'effectif, il faut le comprendre. On ne sait pas ce qui a marché pendant la dernière partie de la saison dernière, jusqu'à ce que le système a carrément changé cette saison, parce qu'on se disait avant la fin de la saison pour dire que voilà, le Barça reviendra plus fort et puis il sera comme en tout cas un caterpillar la saison prochaine. On se disait l'année passée, qui peut arrêter le Barça, avec cet effectif-là? Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, à Pedri dans ce c'était très compliqué de les stopper. Maintenant, mais cette année, on voit vraiment des lacunes dans la défense et dans ce milieu de terrain. La preuve, le trio meilleur buteur d'Europe de la saison dernière n'a jamais joué un match complet cette saison. Hier, il n'y avait que Lamine Yamal. C'est pourquoi je suis en train de questionner le système. Je me dis, où est passé ce système que Hansi Flick avait vraiment imposé au sein du Barça? Maintenant, vous verrez que les autres adversaires n'ont vraiment pas peur maintenant de l'effectif qui joue non seulement en Ligue des Champions, mais aussi en championnat. Maintenant, la grosse question, c'est de voir l'adversité avec les autres adversaires qui vont croiser. Mais ce classico, ça a été carrément un match plaisant, où on pouvait vraiment voir le Real Madrid dans une position revanchard, dans une position essayer de tourner en tout cas le fil de l'histoire. Mais c'est ce qui fut fait. Et moi, j'ai quand même apprécié, parce que au-delà de ce classico, au-delà de cet aspect footballistique, voilà, c'est un monde, c'est du business, c'est de l'argent qui court, même si on ne peut pas dire notamment... Surtout l'argent. Ouais, surtout l'argent. Il faut sourire quand tu parles de l'argent. Surtout donc, ça. Au-delà de c'est pourquoi on a joué à 14 heures. Voilà, il faut comprendre et saluer la mobilisation avec 6 millions de personnes, mais c'est incroyable. Mais c'est quand même inquiétant. Ce Barça, l'année passée, même avec l'absence des meilleurs du Barça, pouvait tout de même battre le Real Madrid. Ouais. Et c'est ce qu'on n'a pas ressenti dans ce classico-là. Vous savez, le PSG, quand vous perdez un pilier, parce que la saison dernière, le pilier, il y avait un certain Inigo Martinez, celui qui recadrait un peu Pau Cubarsí, parce qu'il faut le rappeler, Pau Cubarsí, il n'a que 18 ans, mais celui qui supposait prendre la relève, donc ce piège orti a été étudié par les adversaires, dont les adversaires n'ont plus peur de contrecarrer le clan d'FC Barcelone. Moi, je me suis dit, pourquoi pas Hansi Flick essayer de changer de tactique, parce que la saison dernière encore, c'était les mêmes scénarios, les mêmes résultats, on a vu. À partir du mois de décembre, il y avait 10 points d'écart entre le Real et le Barça. Le Barça s'est rattrapé vers la fin de saison. Et cette saison, ça risque d'être très compliqué. Alors, on peut dire que le Barça est en train de pleurer Inigo Martinez. Est-ce que tout est parti de là?
Oh, il constitue, en tout cas son départ constitue un des problèmes de l'équipe, mais bon, globalement, hormis cela, je crois qu'en début de saison, depuis son départ, il fallait s'attendre à cela, parce que toutes les défenses du monde, en tout cas les meilleures défenses du monde, sont composées, les paires sont composées de deux hommes, un méchant et un gentil. Et sauf qu'au Barça, le méchant est parti, il ne reste que des gentils et ça ne marche pas comme ça. Il faut un méchant et un gentil. Qui n'arrive pas à retrouver. Oui, il est censé être le méchant, sauf qu'il ne retrouve pas ses sensations. Mais moi, pour moi, le problème le plus essentiel, c'est le problème physique. Je sens une équipe du Barça à bout de souffle. Il n'y a aucun joueur, en tout cas peut-être un ou deux joueurs qui soient au niveau physique de la saison dernière. Ils ne peuvent pas enchaîner le même pressing du début à la fin de la rencontre, ce qui a fait la force du Barça la saison dernière. Il y a aussi le problème de De Jong qui ne suit pas beaucoup dans ce milieu de terrain. Ça aussi c'est global, c'est-à-dire tous les joueurs, aucun n'est au niveau physique de la saison dernière. Koundé, la même chose. Pratiquement toute la défense, la même chose. Le milieu de terrain, Pedri, il a tellement enchaîné les rencontres qu'à partir de la 60e, 70e minute, il est cuit. De Jong n'a jamais été un joueur qui est foudre de guerre. Devant, Fermin a fait 2 blessures depuis le début de la saison. Il revient. En attaque, Lamine a fait au moins 2 mois à l'infirmerie. Lewandowski, la même chose. Rafinha se dirige vers la même situation. Et aucun joueur n'est à 100% physiquement. Pour moi, s'il y a un véritable chantier sur lequel le staff technique doit travailler, sur l'aspect physique de cette équipe. Et peut-être que la même dynamique qu'ils ont eu la saison dernière, parce que entre octobre, novembre, c'était très difficile, mais à partir de décembre, janvier, ils ont retrouvé les couleurs et l'équipe est devenue une machine de guerre. Peut-être que c'est cela, on verra. Parfois, les préparations de pré-saison sont difficiles à digérer. Peut-être que c'est ça, mais pour le moment, en tout cas, l'équipe n'est pas au niveau physiquement, elle ne tient pas la cadence. Maintenant, on va parler du Real Madrid parce qu'on n'a pas beaucoup de minutes. On a vu un milieu de terrain exceptionnel, Camavinga, qui vient de blessure, qui a été énorme contre cette équipe du Barça. Il y a aussi Tchouaméni qui joue le relais entre la défense et le milieu de terrain. D'ailleurs, c'est le grand bonhomme de ce match, Tchouaméni. Il y a Bellingham aussi de retour sous blessure qui a été concurrent. Il y a le jeune Turc, Arda Güler, qui a été magnifique, même s'il a été fautif lors de l'égalisation du Barça. On peut dire que ce milieu de terrain est tout à fait prêt. Bien sûr, le milieu de terrain du monde est tout à fait prêt à aller de l'avant, à conquérir ce championnat européen, non, ce championnat espagnol et la Ligue des Champions. Bah oui, c'est ce qu'il faut dire que ces joueurs ont été les sapeurs-pompiers pour le Real Madrid, parce que on se disait, les Madrilèns même se disaient non, on est en manque d'acteurs de jeu, on est en manque de pièces maîtresses qui peuvent vraiment responsabiliser la bataille du milieu. Mais après, on a vu cette surprise, on se disait même que voilà, est-ce qu'il à peine d'arriver fraîchement venu de l'infirmerie, est-ce qu'ils peuvent vraiment se donner à fond? C'est pas un match ordinaire du championnat, c'est un classico. Mais voilà, ils ont fait la surprise, c'est normal, et ça a été surprenant d'ailleurs que moi-même je m'y attendais pas, de Camavinga, de Arda Güler, voilà, n'est pas en forme à 100%, voilà, on ne s'attendait pas qu'il allait jouer, voilà, qu'il allait jouer un tel niveau jusqu'à sortir ce gros jeu et devenir la pièce maîtresse également de cette bataille du milieu. Maintenant, ils ont fait du boulot, ils ont réussi à donner de la victoire. Et voilà, on se dit que c'est normal. Alors, on parle de Camavinga, mais Tchouaméni a été énorme dans ce match. Défensivement, il accompagnait aussi les actions offensives, bien sûr, mais il était là aussi pour casser les attaques du Barça. Il couvrait très très bien cette défense. Il a été monstrueux. Et c'est qu'aujourd'hui, Xabi Alonso attend de ce genre de joueur. Il y a un petit moment que le Real Madrid se disait dans la tête qu'on allait chercher le nouveau Toni Kroos. Est-ce qu'ils l'ont, ce Toni Kroos là? Est-ce que ça sera Tchouaméni? Difficile de dire qu'il va faire le même. Plutôt Casemiro. Il va mettre la même carrière que Toni Kroos, mais c'est un joueur, depuis qu'il est arrivé de Xabi Alonso, il a retrouvé le sourire, un joueur costaud, capable d'apporter son gabarit. Il lui a donné surtout la confiance. La confiance, parce que voilà, hier, il a vraiment livré une bataille énorme. Il a même conduit Pedri à l'exclusion de son second carton jaune. Donc, c'est difficile pour moi. C'est un joueur qui a retrouvé le sourire. Il me rappelle un certain Paul Pogba. Voilà, c'est un joueur talentueux, capable d'apporter cette couche technique. Il est là, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, il a retrouvé le sourire. Avec lui, en pleine forme, le Real Madrid peut espérer mieux cette saison.
Arda Güler, il a été énorme, bien sûr, mais beaucoup plus en travaillant défensivement que offensivement dans ce match-là. Il a laissé le jeu à son grand frère qui est bien sûr à Bellingham, le sacrifiable dans ce milieu de terrain. Ça sera bien sûr Arda Güler. Oui, c'est ce que je disais, c'est ce que je me disais après le retour de Bellingham. Mais la physionomie de la rencontre d'hier, en tout cas la stratégie de Alonso, m'a fait comprendre qu'il pouvait, quand ils affrontaient une équipe aussi technique que le Barça, il peut densifier le milieu de terrain. C'est ce qu'il a fait hier. C'est quasiment 4 milieux de terrain. Si on ajoute à cela Valverde qui a joué latéral et qui peut lui aussi s'incruster au niveau du milieu de terrain. C'est d'ailleurs un milieu de terrain, Valverde. Oui, c'est justement ça. Juste dépanne, hein. Hier, il a joué côté latéral, mais c'était milieu de terrain. Ce qui veut dire qu'il y avait 4 milieux de terrain. Dans la défense, il y avait aussi un défenseur qui pouvait... C'est mieux à milieu de terrain. Ça, c'était pour... neutraliser le milieu de terrain du Barça qui est très technique et globalement on peut dire que c'est réussi parce qu'on mesure le succès d'un plan tactique par le résultat de la rencontre et hier ils ont gagné et surtout que l'un d'eux est à la fois buteur et passeur, c'est Bellingham, donc c'est plutôt réussi, mais est-ce qu'il y en a un qui a le niveau d'un Kroos ou d'un Modric? Pour le moment ça n'en prend pas le chemin, mais ils peuvent être d'autres joueurs. Je crois que les comparaisons parfois n'arrangent pas trop les joueurs qui sont là. Chouameni, il ne sera jamais Casemiro. Arda Güler, c'est Arda Güler, mais il ne sera jamais Modric. Il faut qu'on s'en tienne à ça, mais chacun a ses qualités et il doit donner le meilleur de lui-même. Bellingham, aujourd'hui, il performe beaucoup plus offensivement, en tout cas en termes statistiques, qu'au niveau des milieux de terrain, mais ça n'enlève à rien que ce soit un bon milieu de terrain. C'est cela, il faut accepter cela. Chaque joueur a ses caractéristiques. Alors on a 2 minutes, on va en parler rapidement du devant, du Real Madrid. Je parle de Kylian Mbappé et bien sûr le jeune Brésilien qui est en train de retrouver des sensations, c'est Vinicius Junior. Ceux deux-là, quand ils sont en forme, ils sont inarrêtables. Oui, quand ils se comprennent, on sent qu'il y ait vraiment de l'animation proprement dite que le Real a toujours imposée. Ça n'allait pas autant parce qu'il y avait il existait cette rivalité maintenant qu'ils ont enterré les ardeurs, ils ont mis l'intérêt du club, les objectifs du club en avant. Et maintenant, ils sont en train de faire sortir le gros jeu. Il commence à être une ligne d'attaque très efficace et qui fait peur. Vinicius, Kylian Mbappé, c'est vraiment fou ce qu'on a vu contre le Barça. C'est une connexion retrouvée entre ces deux parce que surtout si on retrouve Vinicius dans les grandes formes, il est capable de faire très très mal. Et moi, j'ai pas aimé, je le rappelle encore, j'ai pas aimé sa sortie parce que voilà, il a tout donné. C'est lui qui a. C'est une tache noire en cette sortie. Voilà, c'est lui en grande partie. L'entraîneur est le boss de l'équipe. C'est lui en grande partie parce que lui en grande partie qui a fait très mal parce que Mbappé. Il ne voulait pas sortir. Il ne voulait pas sortir. Parce que dans ses pieds, il voyait peut-être un but. Tout de même, Vini. Oui, il a tout donné, il a créé des pénaltys, il voyait un but, même si. Il a tout donné, il ne voulait pas sortir pendant ce parce qu'on a vu sa sortie a complètement changé la fusion du match. Barça a enchaîné les occasions. Et malheureusement. Sauf que ce n'est pas un défenseur. Oui, c'est pas un défenseur. Il n'aurait pas défendu. Je pense que s'il continue comme ça, le Real risque de le laisser filer parce qu'il n'a pas prolongé son contrat. On peut tout dire de Kylian Mbappé, mais c'est tout de même un buteur né. Le français. Non, c'est un tueur devant les buts et on ne s'est pas rendu compte de ça cette saison. Ou hier, c'était un tueur devant les buts. Petit seul devant. L'année dernière aussi, c'était le PGJ de la Liga au terme de la saison. 12 buts tout de même. Et il est dans la même dynamique. Lui, il fait ses stats. Sauf que l'année dernière, il a fait beaucoup de stats, mais qu'au final, les titres collectifs n'étaient pas là. Et pour le moment, ils sont en tête du championnat. Et en Ligue des Champions, ils sont parmi le trio de tête. Peut-être que cette année, ces statistiques pourront apporter un titre, mais encore une fois, lui il fait ses stats. Est-ce qu'il est suffisamment connecté à ses coéquipiers de façon optimale? Je ne dirais pas ça, mais il semble y avoir une connexion entre lui, d'un côté Arda Güler, et de l'autre Vinicius. Dans certaines séquences, on se rend compte qu'ils sont connectés. Mais globalement, il y a des automatismes à créer, mais lui, il fait ses stats parce qu'il ne tergiverse pas, il n'a pas besoin de faire des beaux dribbles, il n'a pas besoin de bien coulisser. Il suffit qu'il ait une opportunité de frapper, il frappe, et le plus souvent, ça va au fond. Alors, on aurait dû parler, bien sûr, de Manchester United, mais ce n'est que partir
remises. On va essayer de développer ça, comment dire, le jeudi à partir de 8h00 avec l'équipe de Tour d'Europe. On va s'arrêter là pour cette émission, mais avant, on va vous donner la chance de donner votre carton, Ebama Djambaldé. Moi, je l'ai dit toujours, je l'ai tout de suite dit, c'est au staff technique du Barça, c'est un carton jaune, surtout au préparateur physique du Barça. Je crois que si l'équipe souffre en ce moment, c'est du fait des préparateurs physiques. Ce qui m'étonne, vous n'arrivez pas à trouver votre carton. Je ne comprends pas pourquoi, mais vous n'arrivez pas à trouver votre carton. C'est un carton jaune. Il n'y a pas de souci. Je pense que tu n'as pas digéré la défaite, mais ça va, on peut aller. Votre carton, vous pensez que c'est facile de digérer une défaite? Bon, moi, mon carton, elle est dédié ce soir pour madame depuis Kindia. Merci à toi, chérie. Alors, il ne cesse de causer avec elle au plateau. Hein? Non, même pas. Moi, je suis en train tu ne sais même pas si c'est avec elle. De petit là. Et puis en direct, vous êtes en train de me blâmer. Moi, j'ai donné un carton vert. Ambra Mbomo, voilà, il est en train de retrouver de sourire du côté de Manchester United. Il a été énormément. On espère qu'il va continuer comme ça et pourquoi pas avec le Cameroun. Alors je donne un carton vert à l'ensemble de la technique de la régie, mais aussi à la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain à partir de 8h00 dans l'émission World Sport avec Amadou Mazor Diallo.